Très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2016, une année qui sera bien remplie avec les Jeux Olympiques, vous le savez, mais plus près de nous, la CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu au Rwanda du 16 janvier au 17 février 2016. Nous aurons aussi d'autres rendez-vous sportifs sur le continent avec les coupes continentales, vous le savez, mais aussi au mois de mars, la reprise des éliminatoires de la CAN qui aura lieu au Gabon en 2017 où les choses s'annoncent très compliquées pour certaines équipes. Bref, une année 2016 bien chargée pour notre chaîne, mais rassurez-vous, rien ne va nous échapper. Restez fidèles à Africa 24. Au sommaire d'abord de cette émission d'aujourd'hui, de l'AFC, première de la saison, eh bien, nous ferons le point sur le football sénégalais. Nous irons dans le fief des Lions de la Teranga. Plein feu aussi sur le football capverdien, nous tenterons de comprendre pourquoi justement ce football marche pour les requins bleus. Et puis, clin d'œil au Portugal et les joueurs du continent qui évoluent dans ce championnat. Justement, notre invité, ils sont au pluriel pour le Cap-Vert, mais tout d'abord, pour la première partie, c'est Stéphane David avec un surnom qu'on appelle Kara. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va, c'est la forme? Ça va, très bien. Bonne année, bonne santé surtout. Merci beaucoup. Nos éditorialistes, Mohamed Traoré, qui revient d'un long voyage autour du monde. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à tous et bonne année à tous les téléspectateurs. Et Noureddine qui partira bientôt pour un long voyage autour du monde. Bonsoir Noureddine. Bonsoir José, meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs et à toi aussi. Et les prochaines élections à la FIFA, quelles sont les priorités pour l'Afrique après ces élections? Vous n'hésitez pas, vous manifestez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Premier grand titre de l'émission, le football sénégalais est-il gagnant avec ses centres de formation? C'est à la une de l'AFC. Et depuis la sortie prématurée des Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, le football est en pleine reconstruction. 2015 est une année qui a été marquée par une volonté des sélections à aller au-delà des limites. Focus sur le football sénégalais aujourd'hui, après ses brillantes performances en 2000, dossier préparé par Idlet Mirabel Bissou et Djibril Fofana. 2015, l'année de grands rendez-vous du football continental. Des Jeux africains de Brazzaville, en passant par la Ligue des champions de la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal, le continent a vibré au rythme du ballon rond. Le Sénégal a su faire la différence à chacune de ses compétitions. Même si le football sénégalais est en pleine reconstruction, la jeune génération a su donner de l'espoir à son public en 2015. 2015 a été une année riche. Pourquoi une année riche? C'est que le Sénégal a accueilli 2 Coupes d'Afrique. Donc, il y a eu la Coupe d'Afrique des U20. Avec les U20, je pense que ça a été une très belle réussite parce que c'est une sélection que l'on n'attendait pas, mais qui a réussi à se hisser jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique. Ça a été une première, que les juniors arrivent à ce stade et gagnent une médaille d'argent. Cette équipe également a été 4e au mondial des U20. Le Sénégal n'avait jamais participé à une Coupe d'Afrique de catégorie jeune. Donc c'était une première réussite. Après la débâcle des Lions de la Teranga lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, la prestation des Sénégalais n'a pas été à la hauteur des attentes du public. Depuis, le Sénégal cherche toujours à renouer avec les performances de 2000. Après le départ d'Alain Giresse, c'est l'ancien défenseur et milieu de terrain sénégalais Aliou Cissé qui est actuellement le sélectionneur de l'équipe. Même si pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, les U23 ont remporté les Jeux africains de Brazzaville en 2015, la prestation n'est toujours pas satisfaisante. Leur échec à la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Sénégal a classé les Lions de la Teranga au rang des grands absents des Jeux Olympiques du Brésil, où ils étaient très attendus de leur public. Si on prend la sélection locale, je pense que ça a été une très grosse déception de ne pas se qualifier pour le CHAN. Et ça va se ressentir au niveau du football local. Pourquoi? Parce que se qualifier au championnat d'Afrique des locaux qui va se tenir au mois de janvier au Rwanda aurait été une très belle vitrine pour les joueurs locaux et pour le championnat local du Sénégal. Le Sénégal ne parvient plus à garder ses bons joueurs. Imaginez que le Sénégal, un petit pays de 13 millions ou 14 millions d'habitants, est le 10e plus grand exportateur de joueurs dans le monde.
Ça, c'est énorme. Ça veut dire que les talents sénégalais partent tout le temps. Certains observateurs estiment que dans 10 ou 15 ans, les académies du football qui sont en pleine évolution dans le pays pourront donner du sang neuf au football local. Aussi, le problème des infrastructures se pose toujours avec acuité pour assurer le développement du football local au Sénégal. Voilà. Après ce sujet, nous allons voir le classement du championnat, les résultats tout d'abord, donc de la dernière journée, je crois que c'était la 7e, avec bien entendu ASEC Diambour qui est toujours en tête de ce championnat devant Touré Kunda. Nous allons voir les résultats. Tiens, avec Jaraf qui a perdu devant ASEC Diambour, 2-1. Diambars qui refait un peu surface, qui a battu Gorée 2-0. Vous voyez les autres résultats avec la défaite de Douane face à Queen Dawae. Casasport qui fait match nul avec la Linguère, 1-partout. Et Olympique Gore qui fait match nul 0-0 avec Wakam. Et Touekunda qui bat Stade de Bourg 2-0. Et au classement maintenant, donc je vous le disais, Diambour est en tête devant Touré Kunda. 3e, Guédiawae. Et les 3 dernières, Olympique de Gore, Niari et Sounéor. Alors, mon cher Kara, à part le Cap-Vert, vous suivez les autres championnats du continent africain, par exemple le Sénégal? On essaie de rester informé, puisque c'est quand même le football du continent. Après, c'est vrai que n'ayant pas beaucoup de visibilité et de par notre championnat, donc c'est clair que de suivre, de vous dire de mois pour mois, de suivre réellement l'actualité continent, enfin pays par pays africain, ce serait que de vous mentir en vous disant que oui, je le suis et qu'en fin de compte non. Donc je m'intéresse quand même aux résultats, j'essaie de me tenir informé des différents championnats et surtout sur la Ligue africaine, la Ligue des champions d'Afrique. Oui. Mohamed, on a l'impression que c'est un championnat sans histoire au Sénégal. Hein? Sans histoire, pas forcément, parce qu'il y avait eu un moment où ça n'allait pas du tout dans le football sénégalais. Il a fallu mettre en place un comité de normalisation. Il y avait cette problématique-là aussi des différents centres de formation qui naissaient, comment passer dans une ligue professionnelle, ce qui a été fait justement. Et maintenant, c'est l'un des championnats phares où on essaye de faire en sorte que le football soit vu à la télé. Il y a eu pas mal d'innovations qui font qu'aujourd'hui, c'est un football dynamique, malgré le fait que on taxe un peu ce football-là en disant qu'ils ne sont pas qualifiés par exemple aux Jeux Olympiques. Mais c'est un football qui se reconstruit. Vous voyez dans le classement, les clubs qui sont premiers dans les premiers rôles ne sont plus les clubs historiques. Ce sont des nouveaux clubs avec des nouveaux styles de management qui aujourd'hui arrivent à être devant. Donc ça prouve que ce football-là est dynamique et c'est tant mieux pour le Sénégal. Les derniers résultats, moi je pense que c'est de très bons résultats. Et le président Senghor, le président de la Ligue aussi, CRC, ils font un boulot extraordinaire pour permettre à ce football de reprendre des couleurs. Et c'est ça qu'il faut pour continuer à développer ce football-là. Oui, alors les académies apportent beaucoup, comme celle de Diambars, selon vous, Noureddine, pour ce football sénégalais? Évidemment, évidemment. Je pense qu'après ce parcours que tout le monde se rappelle en 2002 de cette équipe nationale de Sénégal et l'exploit qu'il a réalisé en Corée et au Japon, je pense 2 ans plus tard, si je ne me trompe pas, en 2004, ce pays a vu la naissance de ce centre de formation, entre autres avec notre ami qu'on a eu ici, Jimmy Adjoui Boko et Bernard Lama et je pense Patrick Vieira. Exactement. Donc, pour dire que ces académies donnent et alimentent, on va dire, le championnat et le football sénégalais, oui, je pense que déjà le Diambars, il fait partie du championnat. Donc, le travail qui est fait dans l'académie, on le retrouve parce que ces joueurs titillent en quelque sorte les équipes du championnat. En même temps, quand on voit une dizaine, je pense, entre la Belgique et la France et le Portugal, des joueurs qui sont partis de ce centre de formation. Et évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de Diambars. Peut-être ils ne jouent pas à Diambars, mais ils jouent dans d'autres équipes. Je pense qu'il faut donner le temps au temps, laisser les gens travailler. Et certainement, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, au Mali, peut-être au Maroc ces derniers temps, je pense que aussi Diambars va donner encore beaucoup plus de joueurs au championnat et au football africain.
Alors, gros plan justement sur Diambars, créé par Jimmy Adjoviboko. On en parle un instant. Bernard Lama, Patrick Vieira et Saher Seck. Un centre qui ne forme pas que les footballeurs, mais aussi forme la jeunesse pour un futur métier également. Alors, en ligne avec nous, Jimmy Adjoviboko. Jimmy, d'abord, est-ce que Diambars reste un grand fournisseur pour le football sénégalais? Et faites le point avec nous justement sur Diambars qui a mal démarré ce championnat, hein, Jimmy Adjoviboko. Ça fait déjà 15 ans qu'on travaille sur ce projet, avec à la tête Bernard Lama, Patrick Vieira, Saher Seck et moi-même, qui connaissons parfaitement le football local et le football international. On sait quels sont les besoins et les nécessités pour atteindre le haut niveau. Et même si on sait qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire, je pense qu'on est sur la bonne voie et la réussite de joueurs comme Idrissa Gana Gueye, Lopi ou Pamdiaye Soare ou Karamboch ou Salih Ossis prouve que le travail est fait comme il faut. C'est pas la première fois, on a toujours des passages un petit peu plus compliqués et puis là manifestement c'est un peu plus compliqué que les autres années, mais on se fait pas de soucis, on sait que la qualité est là, on sait que les gens sont concentrés sur un objectif, c'est celui de progresser, et je suis persuadé que c'est qu'un mauvais passage. Et Joseph-Antoine Bell, notre éditorialiste sur le continent, est avec nous. Alors Joseph, qui va nous parler maintenant des académies, surtout, est-ce qu'elles apportent quelque chose de positif justement au football sur le continent africain, mais surtout Diambars au Sénégal, Joseph? Je crois que les académies, de manière générale, sont un plus. Mais le problème qu'il convient de poser, c'est que quand on a un plus, il faut regarder d'où on vient. Quand on a un plus, lorsqu'on a déjà 18 sur 20, on passe à l'excellence absolue. Quand vous avez un plus alors que vous avez 4 sur 20, vous restez un élève médiocre. Donc, Diambars est un plus, c'est indiscutable. Les académies sont un plus, c'est indiscutable. Encore qu'on sait qu'il y en a là-dedans qui sont pas, mais ça c'est comme dans tous les corps, il y en a qui sont pas à la hauteur, mais ça c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, les académies sont une bonne chose. Maintenant, ce qu'il convient de rappeler à tous, c'est que malheureusement, l'organisation générale du foot dans nos pays laisse à désirer, de telle sorte que les académies viennent apporter quelque chose de bien, et d'ailleurs, ça se mesure comment finalement l'apport des académies, simplement par le succès individuel, c'est-à-dire de nouveaux footballeurs qui sortent et qui sont bons et qui peuvent se réclamer de ces académies-là. Mais pour bien comprendre de quoi je parle, rappelez-vous qu'avant 1960, l'Afrique avait déjà des footballeurs professionnels, alors qu'ils jouaient dans la rue en Afrique et qu'ils arrivaient et qu'ils étaient les meilleurs en Afrique. Pensez à Salif Keita, pensez à Ngolea, pensez à Mekoufi, pensez à Ben Barek. Donc il y avait déjà de très grands footballeurs. Donc le problème de l'Afrique n'est pas qu'on puisse manquer de footballeurs, le problème est l'organisation générale de notre football. Voilà, Kara, je vais vous demander d'être court là-dessus. Au Cap-Vert, il y a des académies qui se développent ou non? Oui, il y a de la formation. Il y a de la formation qui se met en place. Donc on peut s'en rendre compte sur certains joueurs qui sortent sur la sélection capverdienne. Donc il y a du travail qui commence à être fait. Et, pour copier, on va dire, ou pour prendre l'exemple du continent africain qui se met en place, nous aussi, derrière, on essaie de structurer, de se mettre en place et de structurer notre football. Mohamed Traoré, du côté du Mali, je vais vous demander d'être court. Est-ce que les centres se développent aussi pour la formation de la jeunesse? C'est un cas d'école presque en Afrique, le centre Salif Keita, le centre Jamar Guillou aussi, en collaboration avec l'AS Real. L'un de ses joueurs a été nommé meilleur joueur de la Coupe du Monde U20. Donc ça prouve que, et pourtant il a fait toute sa formation en Afrique. Donc cela prouve que oui, elles sont dynamiques, elles permettent de fournir des nouveaux joueurs. Comme l'a dit José-Antoine Bell tout à l'heure, tout est une question d'organisation, de moyens, de rigueur. Okay. Les rares, ils ne sont pas beaucoup ceux qui ont des normes assez élevées en termes
de professionnalisme. Ok. Polo Duarte qui revient à la tête du Burkina Faso. Est-ce que c'est une bonne chose? Gernot Rohr est parti, Noureddine Sali? Oui, le Burkina Faso, ces derniers temps, c'était un pays, on va dire, qui a fait parler de lui dans les dernières éditions. Je pense que Gernot Rohr, il connaît un petit peu le continent. Il a sillonné pas mal il a fait escale à pas mal de pays africains. Il a donné ce qu'il peut donner. Je pense que peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent même dans l'organisation, la restructuration, quand on a parlé soit du Cap-Vert, soit du Sénégal. Je pense que le Burkina Faso, après ces derniers échecs, malgré qu'ils ont joué une finale, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a des problèmes de gestion de la fédération. C'est pour cela que peut-être on a ramené du sang neuf pour essayer de donner un nouveau souffle à cette équipe. Merci beaucoup. Et puis un footballeur ivoirien a perdu la vie. Il s'agit de Steve Gouiri, dont le corps a été retrouvé donc samedi 2 janvier dans le Rhin, en Allemagne, ancien défenseur des éléphants. Justement, il avait joué avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était en 2010 en Afrique du Sud. Il souffrait de problèmes mentaux. Donc malheureusement pour ce jeune joueur ivoirien qui est né à Treichville en Côte d'Ivoire, il a évolué dans plusieurs clubs en Europe, notamment le Paris Saint-Germain. Vous étiez au courant, Mohamed? Oui, très triste comme nouvelle, surtout qu'il avait disparu pendant quelques jours avant qu'on le retrouve. Toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, c'est la fin de la première partie de l'émission. En deuxième partie, plein feu sur le Cap-Vert. À tout à l'heure.